Monsieur Simon, Monsieur Gillet, chers collègues, enseignants, jeunes gens, bonjour à toutes et tous et bienvenue ici Pierre Mendès France, pour ceux qui ne sont pas d'ici. Voilà, en quelques mots, tout d'abord, Monsieur Vermeren, nous sommes ravis et honorés de vous accueillir et voilà, je vais bien évidemment vous remercier très sincèrement d'avoir accepté de nous apporter aujourd'hui votre expertise, votre éclairage et de participer aussi à ce devoir qui est le nôtre, qui est celui du devoir de mémoire en particulier. Merci Monsieur Simon, Monsieur Gillet, bien sûr pour les actions que vous menez dans ce cadre en particulier et l'ensemble des enseignants. Voilà, c'est bien sûr un moment important pour nous, pour nos élèves. Voilà, donc je vous remercie grandement. Quant à vous, jeunes gens, profitez de ces moments-là. On n'a pas toujours la chance, et moins encore dans ce contexte malheureusement contraint depuis des années, de pouvoir bénéficier voilà, de conférenciers de grande qualité. Donc c'est le cas ce matin, donc profitez-en. Je crois qu'il y a un moment d'échange et de questions. Il est important que vous puissiez voilà, vous exprimer et poser effectivement toutes les questions que vous avez préparées. Voilà. Je ne vais pas plus loin. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir accepté ce moment avec nos élèves et nos enseignants. Voilà, je vous laisse la parole à M. Simon, vous souhaitiez. Je vous laisse. Bien. Vous m'entendez? Oui. Bon, alors, comme vous le voyez sur la diapo de présentation, en fait, cette conférence est organisée par le Souvenir Français, qui est une association mémorielle, qui a pour vocation d'honorer la mémoire de celles et ceux qui ont combattu ou donné leur vie pour la France, qu'ils soient français ou étrangers. Et en fait, le Souvenir Français a une triple mission, et la présence de monsieur le professeur Vermeren ici va rentrer dans une de ces missions. La première étant de conserver les traces de la mémoire, la seconde d'entretenir les monuments élevés à la mémoire des combattants, et puis surtout la troisième, et là M. Vermeren vous entrez parfaitement dans ce cadre-là, c'est de transmettre non seulement le flambeau du souvenir, mais aussi de transmettre les connaissances, éviter en particulier les raccourcis pris sur étagère d'une pensée construite à 200 à l'heure qui ne comprend strictement rien. Donc M. Vermeren, vous êtes à l'invitation du Souvenir Français. Je tiens à remercier M. le proviseur et l'équipe de direction de nous mettre à disposition de cette salle. Je vous remercie de votre présence. Alors, M. Vermeren, vous êtes professeur d'histoire à l'université de Paris Panthéon-Sorbonne. Vous êtes membre de l'école d'histoire de la Sorbonne. Vous êtes un spécialiste de l'histoire contemporaine des sociétés arabes et berbères d'Afrique du Nord. Vous êtes évidemment directeur de thèse sur le Maghreb et le Moyen-Orient. Vous avez en plus comme autre fonction d'être directeur des pro-masters de coopération internationale Afrique-Moyen-Orient. À cela s'ajoute votre présidente de la Société française d'histoire d'outre-mer. Vous avez travaillé pendant 9 ans à l'étranger, vécu en Tunisie, en Égypte. Vous avez été enseignant au Maroc au lycée Descartes à Rabat. Vous êtes aussi en délégation auprès de l'IRMC, puis auprès de Sorbonne Identité, les relations internationales et civilisations de l'Europe. Récemment, vous avez sorti en 2018 le Déni français, l'histoire secrète des relations franco-arabes, et en 2020, un royaume de paradoxe au Maroc en 100 questions. Bon, on va repasser au tutoiement, Pierre, parce que c'est très très formel. Donc, monsieur le professeur, je fais comme d'habitude, je te tutoie. Je te remercie infiniment de ta présence. Je sais que ton emploi du temps est très chargé. Vu ce que je viens de citer encore, j'ai juste effleuré ta bio. Je me demande quand tu dors. Donc, traduction, on est vraiment très content de t'avoir. Et la conférence va se dérouler donc pour le public en 2 temps. Un premier temps de présentation. Donc, Pierre Vermeren vous fera une présentation sur la thématique. Présentation durant laquelle il va répondre à un certain nombre de questions qui avaient été formées. Donc, prenez des notes pour
pas qu'il y ait dans le deuxième temps, c'est-à-dire le temps des échanges, qu'il y ait des redites sur la question qu'il y aura déjà à traiter. Voilà. Pierre, merci beaucoup. À toi. Merci beaucoup à toi, en fait. Merci, monsieur le proviseur, pour votre accueil et votre mot de bienvenue. Et monsieur le proviseur adjoint, et chers collègues et les élèves des lycées de Tunis, des lycées français de Tunis, ici présents. Alors, vous voyez, d'abord je voulais vous dire que je suis déjà intervenu dans ce lycée à l'époque de Ben Ali. Je me rappelle, j'avais parlé de la formation des élites tunisiennes, qui était mon sujet de thèse d'histoire, donc il y a au moins 13 ou 14 ans. Que l'année dernière j'ai vécu à Tunis pendant un an, rattaché au petit centre de recherche qui se trouve à côté, vous savez, avec Elville, qui s'appelle l'IRMC, l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain. Et donc j'ai été amené à revenir. Pardon, ça marche pas bien. Je vais sortir peut-être. Voilà, c'est mieux comme ça? Bon, pardon. Oui, alors en plus je ne suis pas enrhumé, mais j'ai un virus. Alors rassurez-vous, j'ai eu un PCR il y a 2 jours, donc sinon j'aurais pas pris l'avion. J'ai un virus qui traîne depuis 3 semaines et qui m'enroue un peu la voix. Et de ce fait, je sais bien que j'ai un micro. Ça va tenir. Donc je disais que j'étais rattaché l'année dernière pendant un an à l'IRMC, l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, qui se trouve à côté, à Mutuelleville. Et donc voilà, dans ce cadre, je suis amené à revenir pour suivre les travaux qu'on a engagés l'année dernière, et c'était à cette occasion que nous avons préparé cette conférence. Et l'année dernière, en fait, avec le Souvenir français et avec les historiens de l'université de la Manouba, avec les archives nationales de Tunis, avec les collègues des universités de Paris 1, Panthéon-Sorbonne et de Metz. Et on a organisé au mois de juin un colloque international à Tunis, justement sur la Seconde Guerre mondiale dans le monde arabe. Ce qui est un autre regard, ça permet de changer le regard qu'on a sur ces événements, qui sont plutôt centrés sur l'Europe, évidemment, mais la guerre, elle a eu lieu ici, comme vous le savez. Et puis, voilà, durant toute la période de la guerre, le monde arabe et les régions environnantes de la Méditerranée ont été fortement mises à contribution. Et donc, on a fait ce colloque et on va encore en faire un l'année prochaine, qui sera à la suite, finalement, à Toulon cette fois-ci, toujours avec les administrations académiques, universitaires, franco-tunisiennes, les archives et l'armée, parce que les armées, on a été reçus l'année dernière d'ailleurs au musée militaire du Bardo, qui est quand même quelque chose que je vous invite d'ailleurs à visiter, très intéressant, puisque les armées sont aussi des acteurs de la mémoire. Voilà, donc j'en dis pas plus. Alors le thème d'aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est une conférence sur un sujet quand même assez complexe, histoire et mémoire, que vous avez normalement travaillé avec vos professeurs, donc c'est facile d'arriver après. Je pense que vous avez déjà retenu un certain nombre de concepts et de points importants. Et donc je me propose bien sûr de revenir. Alors j'ai eu vos questions, j'ai reçu une quarantaine de questions, je vous remercie de les avoir formulées, mais elles partent un peu dans plein de directions. Elles concernent moi, elles concernent la mémoire, elles concernent l'histoire, elles concernent le métier d'historien, elles concernent la mémoire de la guerre d'Algérie, elles concernent la France, elles concernent la Tunisie. Donc vous voyez, ça fait beaucoup d'entrées. Et donc ce que je vous propose, c'est moi de vous faire un petit topo pendant 3 quarts d'heure, mettons, et puis ensuite que vous reveniez avec vos enseignants, parce que les enseignants, c'est bien aussi qu'ils canalisent le débat, parce qu'ils savent où ils veulent, ils savent d'abord ce qu'ils ont fait avec vous, et ils savent aussi où ils veulent vous emmener. Et puis voilà, vous poserez des questions sur les points qui vous paraissent les plus importants et ceux que je n'aurais pas été amené à aborder. On est d'accord? On fait comme ça? Bon. Alors, moi je trouve que c'est un sujet difficile personnellement, hein, à votre niveau, parce que je traite ce sujet-là avec des étudiants de master d'histoire, donc des gens qui sont en master 2, qui ont déjà fait 5 ans d'études d'histoire. Bon, que de l'histoire en plus. Donc, et déjà
déjà, avec eux, c'est parfois difficile. Alors, je pense qu'en terminale, c'est une thématique très intéressante. J'avais fait partie de la commission qui avait préparé ces programmes, donc je les ai vus de l'intérieur. Avant, dans le programme d'avant, il y avait une entrée déjà sur la mémoire à travers les exemples de la Deuxième Guerre mondiale en France et de la mémoire de la guerre d'Algérie. Et presque tous les profs choisissaient l'entrée Deuxième Guerre mondiale parce que la mémoire de la guerre d'Algérie était non seulement potentiellement polémique, mais les connaissances, la formation des enseignants ne les autorisait pas manifestement à aborder ce thème, sauf parmi un certain nombre de spécialistes. Donc cette question a été reformulée. D'abord, elle est sortie du programme général et elle a été mise pour votre option, sciences politiques, géopolitique. Et donc du coup, vous avez, au lieu de faire ça en 4 heures, ce qui était un défi quasiment insurmontable, vous le faites en plusieurs dizaines d'heures. Et donc ça rend les choses faisables. Voilà. Il faut du temps. Mais en même temps, il ne faut pas en rester à la théorie, parce que théoriser la mémoire, théoriser l'histoire, si on ne s'appuie pas sur une connaissance préalable de certains événements historiques, comme par exemple la colonisation, ou la décolonisation, ou la guerre d'Algérie, etc., c'est un défi redoutable. Alors c'est vrai que vous piochez par exemple dans la mémoire du génocide rwandais, vous piochez dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, les traces qu'elle a laissées dans la mémoire et bien sûr dans l'histoire. Voilà, donc tout ça c'est pour vous, je pense, assez difficile. Et je ne pense pas qu'en 1 heure ou en 2 heures on puisse débloquer, mais on peut donner d'autres éclairages, ou en tout cas, je vais vous donner mes éclairages. Mais je suis tout à fait conscient des limites de l'exercice et des difficultés de ce qui est attendu de vous. Alors vous avez peut-être entendu parler du livre du philosophe Paul Ricoeur, qui s'appelle, alors c'est un livre très compliqué que je ne pense pas, je pense que il vaut mieux que vous attendiez quelques années pour le lire, d'être rentré plus loin dans vos études supérieures, parce que c'est quand même un livre assez difficile à lire, mais extrêmement intelligent et bien construit, et qui traite l'ensemble de ces questions. La mémoire, l'histoire, l'oubli. Parce qu'il ne faut pas oublier l'oubli. Qui dit mémoire dit oubli. Parce que, vous savez, on vit, notre cerveau il enregistre tout, et puis on se rappelle que de certains événements. Tout le reste est oublié, occulté, refoulé, etc. Donc, et l'histoire c'est pareil. On écrit l'histoire, mais on n'écrit pas toute l'histoire. L'histoire c'est ce qui reste, mais il y a plein de choses qui sont oubliées ou rejetées. Et donc l'oubli est le troisième terme absolument indispensable à la construction de ces problématiques. Alors donc la mémoire, l'histoire à propos de l'Afrique du Nord, comme aujourd'hui on dit le Maghreb, mais pendant toute la période coloniale, c'était l'Afrique du Nord. Ex-colonie et protectorat, puisque vous savez que l'Algérie était une colonie, et la Tunisie et le Maroc étaient des protectorats. C'est des régimes juridiques et politiques extrêmement différents. C'est-à-dire, par exemple, la Tunisie et le Maroc n'ont jamais cessé d'exister en tant qu'État. Il y a toujours eu des chefs d'État tunisiens et marocains, il y a toujours eu la nationalité tunisienne. Quand vous circulez, quand un Tunisien circulait dans le monde, il était un citoyen, un sujet tunisien, un sujet du bey, protégé par la France, puisque le protectorat c'est un système de protection du pays, mais ça n'abolissait pas la nationalité, l'identité, la personnalité juridique de la Tunisie. Et le Maroc c'est pareil. Donc si vous voulez, le régime de protectorat, certes c'est un régime de colonisation, mais c'est un régime de colonisation très différent de ce qui s'est passé en Algérie, puisqu'en Algérie, les Français ont décrété que l'Algérie c'était la France. Et cette conviction qui animait la totalité des élites françaises explique l'ampleur de la guerre de décolonisation qui est advenue. Elle a duré 8 ans, elle a été très meurtrière, elle a bouleversé les sociétés françaises et algériennes, elle a laissé des séquelles très profondes qui continuent. Regardez aujourd'hui qui anime le débat politique en France
de la présidentielle, 60 ans après les faits. Hein, c'est-à-dire qu'on est toujours dans, pour ne pas le citer, des gens comme Éric Zemmour, mais Mélenchon, il faut dire à gauche et à droite, très à gauche et très à droite. Le personnel politique français reste très marqué, très influencé. Moi je dis souvent, vous savez, c'est le dernier événement traumatique que la France a vécu, la guerre d'Algérie. Grand traumatisme qui a touché l'ensemble de la société. Et donc c'est une fabrique c'est un réservoir politique très puissant qui continue d'animer les acteurs. Vous regardez la moitié des députés du Front National et du Parti de la droite sont originaires d'Algérie, enfin du Rassemblement National, pardon, etc. Donc vous avez vraiment à gauche aussi, vous avez énormément de leaders politiques qui sont originaires d'Algérie. Donc cette situation, ce conflit historique est très présent dans la réalité de la vie politique française aujourd'hui. Et en plus, comme les Algériens, le régime algérien, les autorités algériennes interviennent régulièrement dans le débat, que les présidents de la République française, que ce soit Chirac, puis Sarkozy, puis Hollande, puis Macron, à chaque fois qu'ils sont élus, ils annoncent la réconciliation avec l'Algérie et qu'à chaque fois ça ne marche pas, et donc à chaque fois on en reparle, et donc ça donne lieu à des polémiques. Bon, vous voyez, donc là, il y a vraiment une mémoire omniprésente. Et elle est omniprésente parce que justement, on part de cette idée selon laquelle l'Algérie, c'était la France. Donc il y a vraiment en ce sens, la guerre d'Algérie, en plusieurs sens d'ailleurs, elle a été une guerre civile. Elle a été une guerre civile entre les Français et les Algériens, à qui on avait dit vous êtes des Français. Elle a été une guerre civile entre les Algériens, parce que certains voulaient rester dans la France et d'autres, la majorité, ne voulaient pas. Et elle a été une guerre civile entre les Français, parce que certains Français voulaient absolument rester en Algérie, notamment l'armée, tandis que d'autres, au bout d'un moment, ont dit bon, stop, on s'en va. Donc, si vous voulez, c'est un emboîtement de guerre civile, ce qui fait que ce conflit, par exemple, a laissé beaucoup plus de traces dans les mémoires que la guerre du Vietnam. Il ne faut pas oublier que la guerre du Vietnam a fait plus de morts, la guerre du Vietnam des Français. Entre 1946 et 1954, elle a fait plus de morts que la guerre d'Algérie. Or, est-ce que quelqu'un entend parler beaucoup aujourd'hui de la guerre du Vietnam? Est-ce que les Vietnamiens demandent des comptes aux Français et demandent des indemnisations aux Français pour ça? Non, parce qu'il y a eu une guerre, il y a eu une victoire, et voilà, la victoire finalement a fait oublier la coalition. Mais il n'y avait pas cette cause originelle de la disparition des États du Vietnam et du fait qu'un territoire avait été assimilé totalement à la France pendant plus d'une centaine d'années. Bon, voilà. Donc c'est quelques éléments d'introduction pour vous amener sur les thématiques dont je vais vous parler. Alors, je reviens sur la mémoire. Alors d'abord on dit la mémoire, les mémoires, des mémoires. Alors l'histoire, on dit l'histoire. Voilà. Bon, bien sûr, il y a des petites histoires, mais c'est autre chose. Il y a l'histoire, qui est une science, la science historique, qui est faite par des professionnels, par des amateurs aussi, par tout le monde a le droit. Tout le monde a le droit de s'approprier l'histoire, elle n'appartient à personne, elle appartient à tout le monde, plutôt, à tous les citoyens. Mais les mémoires, déjà, on voit que il y a des mémoires particulières, il y a des mémoires privées, il y a la mémoire, on a chacun notre propre mémoire, c'est quelque chose qui renvoie aux individus, à des groupes, à des sociétés, alors que l'histoire en principe, elle est pour tout le monde. Quand un historien écrit l'histoire, en principe, ça s'adresse à l'ensemble d'une collectivité. Donc du côté de la mémoire, on est sur de l'affect. Il y a un côté aussi arbitraire. Bon, vous direz que tout est arbitraire, mais la mémoire, elle sélectionne. Il y a ce dont on veut se rappeler, et puis il y a ce qu'on veut oublier. Donc la mémoire, elle est sélective. Mais vous savez, les sociétés, elles fonctionnent comme nous. Rappelez-vous votre enfance. Je suis sûr que chacun d'entre vous
vous avez quelques souvenirs d'enfance, de votre toute petite enfance. Vous avez votre premier souvenir, votre deuxième souvenir. Vous verrez, en vieillissant, plus on retravaille, on finit par faire la liste de ses premiers souvenirs. Et donc, notre cerveau, pour une raison qui est difficile à comprendre, a sélectionné un certain nombre d'événements dont on se rappellera toute notre vie. Un visage, un événement parfaitement anodin, alors qu'on a vécu des choses importantes, et puis on se rappelle d'un événement. Voilà. Je me rappelle, par exemple, l'autre jour, on a commémoré la mort du général de Gaulle en novembre 1970. Donc j'avais un peu moins de 4 ans et j'étais assis sur la table de ma cuisine, ça n'intéresse personne, mais ma mère nettoyait les salsifis et là on entend à la radio, et alors là, mes parents sont entrés en ébullition et ça m'a marqué. Et c'est mon premier souvenir politique, c'est la mort de Gaulle il y a 3 ans et demi. Pourquoi? Parce que ça avait dû provoquer une telle émotion chez mon père et ma mère que ça avait... voilà, c'est son premier souvenir politique. Voilà. Bon. Pourquoi ça? Pourquoi pas d'autres? De la même manière, l'année d'avant, en 69, on a marché sur la Lune. Je me rappelle très bien, j'étais dans mon lit, la chambre ouverte, et mon père hurle. Et je me dis, c'est rare, hein, votre père qui hurle la nuit, mais enfin, j'espère pour vous que c'est rare. Tout d'un coup, il arrive et voilà, on me dit, on a marché sur la Lune. Alors autant vous dire qu'après, je me suis endormi, et puis j'ai toujours ce souvenir 50 ans après. Donc voilà, c'est ça la mémoire, c'est un arbitraire. Mais pour les sociétés, ça fonctionne de la même manière. Je pense, pour les groupes, hein, il y a des choses dont on se rappelle et des choses dont on ne se rappelle pas. Donc on est dans la subjectivité. Ça ne veut pas dire que l'histoire elle est du côté de l'objectivité. Mais l'histoire, le récit historique, il prétend d'abord à la science. Il prétend à la science. On n'est pas une science dure. On est une science, pas une science molle, on est une science humaine. Donc tout ce qui est humain est faillible. Tout ce qui est humain est très complexe. Je ne dis pas que la physique nucléaire n'est pas complexe, mais il y a des règles. Vous voyez, alors qu'avec l'homme et la femme, il n'y a pas de règles. Donc l'histoire, elle prétend à la science, elle est une discipline, elle est pratiquée par des professionnels, il y a une corporation des historiens, vous avez des professeurs d'histoire, vous n'avez pas des professeurs de mémoire, vous voyez, vous avez des professeurs d'histoire. Des professeurs qui vont essayer, comme nous en France, on est à peu près 2000 historiens professionnels. C'est-à-dire que l'État, la République française, elle a choisi de salarier 2000 historiens. Alors, vos profs, ils sont aussi des historiens rémunérés. Je crois qu'il y a à peu près 20 000 profs d'histoire, mais vous me direz si je me trompe, c'est à peu près ça. Donc vous avez 2000 historiens universitaires ou chercheurs rémunérés par l'État en France, et vous avez à peu près une vingtaine de milliers d'enseignants d'histoire du secondaire. Ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde hein, pour la mémoire, il n'y a pas tout ça. Hein. Il n'y a pas une corporation comme ça professionnelle. Bon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'institution, mais j'y reviendrai. Et ce corps professoral et ces enseignants et ces chercheurs, ces professeurs, ils essayent de construire par leur travail un récit historique. L'histoire, c'est un récit. Hein. Alors, contrairement au roman, le roman aussi, c'est un récit. Mais le roman, c'est un récit fictionnel. Alors que l'histoire, elle a la prétention de raconter ce qui s'est passé, en approchant le plus possible de la vérité. C'est très ambitieux hein, d'être historien, puisqu'on veut restituer la vérité des événements qui se sont passés et la vérité de la manière dont les hommes et les femmes ont vécu ces événements historiques, ont vécu leur histoire. Voilà. Donc, d'un côté, la mémoire. Alors, plutôt, je vais commencer par l'histoire. L'histoire, donc, c'est un récit collectif. Quand un historien écrit, il écrit, d'abord il écrit pour lui, il essaie d'être honnête avec lui-même, et il écrit sous le regard de ses pairs, P-A-I-R-S. C'est-à-dire qu'on n'est pas historien tout seul, on est historien en groupe, j'allais dire en meute, mais en groupe en tout cas.
C'est-à-dire que l'historien, il écrit, il fait un bouquin, et puis ses collègues vont lui dire, mais là, je conteste ce point, j'ajoute ceci, sur ce point-là, il y a débat, ce point-là est faux. Donc il y a un débat entre les historiens, et l'ensemble des récits écrits par les historiens constitue ce qu'on appelle l'histoire. C'est un récit collectif pour, par exemple, un pays. À l'échelle d'une ville aussi. Il y a des historiens de la ville de Tunis qui doivent représenter, enfin, qui représentent une petite communauté et qui écrivent l'histoire de la ville de Tunis. Mais dans le cas qui nous intéresse, dans le cas de la France, vous avez une communauté d'historiens professionnels qui racontent un récit. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord parce que l'histoire c'est compliqué parce que c'est une science de l'interprétation. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est une science humaine. C'est une science parce qu'elle prétend à la vérité, mais c'est une science humaine parce qu'elle est soumise à interprétation. C'est-à-dire que, par exemple, la Révolution française, la guerre d'Algérie, la Deuxième Guerre mondiale sont des grands événements et on peut en avoir des lectures historiques différentes. Parce que vous voyez, le fascisme, par exemple, c'est un phénomène très difficile à analyser. Bon, je ne rentre pas dans les détails, on pourra éventuellement y venir. Alors que la mémoire, elle n'a pas une prétention nationale, je dirais. D'abord, c'est une chose individuelle, comme je disais. Chacun a une mémoire. Ensuite, il y a la mémoire des groupes. Chaque groupe a une mémoire collective. La mémoire d'une famille, par exemple. Dans chaque famille, on se rappelle collectivement de certains événements. Puis il y en a d'autres qui disparaissent. Ensuite, il y a la mémoire du groupe. Par exemple, pour prendre un exemple dans notre sujet, les différents groupes qui ont fait la guerre d'Algérie ou qui ont suivi la guerre d'Algérie, ils ont des mémoires, je l'ai dit tout à l'heure. Par exemple, les juifs tunisiens ou les juifs algériens, ils ont une mémoire qui leur est propre. Ils n'ont pas forcément la même mémoire que les autres groupes des populations qui ont vécu ou traversé ces événements historiques. Donc, ça c'est important hein, de dire que la mémoire, il y a des mémoires. C'est pour ça qu'on met le pluriel. Il y a des mémoires. Et puis il y a une histoire, où il y a la prétention d'une histoire en tout cas. Donc d'un côté un récit individuel, familial, tribal, et de l'autre un récit extérieur, élaboré, à prétention scientifique, construit. D'un côté la passion, hein, il y a des mémoires très douloureuses, il y a des mémoires contrariées. Vous voyez par exemple, je ne sais pas si vous avez travaillé sur la Révolution, et c'est pas à votre niveau qu'on travaille là-dessus, mais sur les guerres de Vendée. Hein. La guerre de Vendée pendant la Révolution, c'est un événement qui a été extrêmement meurtrier, puisque une grande partie de la population de la Vendée a été massacrée. Il y a eu des dizaines, voire entre 150 000 et 200 000 morts, et c'est une mémoire qui reste très très vive, et l'histoire n'a pas été faite, parce que, vous savez, on dit souvent les vainqueurs écrivent l'histoire, donc la République, elle n'a pas beaucoup développé cet épisode très douloureux et un peu honteux de son histoire. Mais dans la Vendée, dans les familles, cette histoire a survécu sous la forme de la mémoire des Vendéens, elle a fait une mémoire des familles, etc. Et du côté de la passion, de la fureur, de la colère, du ressentiment, de la rancune. C'est pour ça que la mémoire, souvent, elle est du côté, elle est dans l'affect, vous voyez, j'avais commencé par là. Elle est dans l'affect parce que la mémoire, elle demande des comptes. Alors que je crois que la fonction de l'histoire, le rôle de l'histoire, le rôle des historiens, c'est un rôle pacificateur, c'est un rôle réconciliateur. On va essayer d'écrire une histoire totale de la Révolution française qui va englober la mémoire de ceux qui ont tué les Vendéens et la mémoire, cette histoire-là, et puis la mémoire souffrante de ceux qui ont été tués, justement, et des familles et des événements qui ont été tués. Vous voyez, l'historien, je pense qu'il ne faut pas le confondre avec le juge. Parce que, par certains côtés, les enquêteurs, les juges, ils font un travail qui est très proche du nôtre. Ils travaillent sur des documents, ils analysent la parole des témoins, mais eux, ils rendent un jugement. C'est-à-dire qu'ils choisissent un coupable, une victime, et ils rendent la justice. L'historien, il ne rend pas justice. À la limite, il rend justice parce que
Voilà, il va parler par exemple des Vendéens, parce qu'ils ont été oubliés, il va les réinsérer dans la mémoire, en disant oui, il s'est passé quelque chose. Je vais essayer de vous dire ce qui s'est passé. Même s'il y a 100 ans, on n'avait pas le droit de le dire, maintenant on a le droit de le dire. Donc, et c'est la même chose avec les harkis dans le cas de la guerre d'Algérie. Vous avez entendu parler des harkis, en tout cas au moins certains parmi vous. Bon, bah, c'est évident que les familles harkis en Algérie, vous n'avez pas intérêt à dire que vous êtes d'une famille harki. Et en même temps, ces familles-là, et leurs enfants, leurs petits-enfants, ils savent très bien qu'ils appartiennent à ces familles. Ils ne peuvent pas l'oublier. Mais c'est une mémoire interdite. Alors que les mêmes harkis ont aujourd'hui, après une période d'oubli, bénéficient d'une mémoire et d'une histoire en France. Mémoire officielle entretenue par l'État, mémoire entretenue par les associations d'anciens combattants, mémoire entretenue par peut-être le souvenir français, et histoire, puisque des historiens ont écrit, ont réintégré leur histoire dans celle de la guerre d'Algérie. Donc, passion d'un côté, positive ou négative, triste ou joyeuse, quand une famille se souvient du mariage, de la mort ou d'un événement heureux, bah oui, c'est une mémoire heureuse, il n'y a pas que des mémoires tristes, heureusement. Et puis de l'autre côté, une parole de réconciliation officielle qui essaye d'englober tous les acteurs de l'histoire, pas de leur rendre justice, mais de leur donner leur juste place. Moi je pense que l'historien, comme il n'est pas un juge, il ne désigne pas de coupable, il raconte les événements, il réinsère tout le monde, et il a une fonction pacificatrice, réconciliatrice. Je crois que l'histoire, c'est un très bon antidote à la guerre civile. Et qu'on est des pacificateurs, et que c'est notre fonction. Alors, quelques mots sur la méthode historique, ensuite quelques mots sur la mémoire et ses cadres, et puis ensuite je viendrai à la question de l'histoire de la mémoire de la colonisation au Maghreb et en France. Alors, sur la méthode historique, puisqu'il y a beaucoup de vos questions qui portaient sur le métier d'historien, que fait l'historien, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous faites de l'histoire, bref. Alors, comme je le disais, donc, la méthode historique, les historiens, donc, comme ce sont des professionnels, comme ils ont la prétention de pratiquer une science humaine, comme ils racontent l'histoire, ils fabriquent l'histoire, parce que, comme je vous ai dit, c'est un récit et c'est une interprétation. Donc, les historiens, ils proposent une analyse des faits ou des événements ou des périodes. Vous voyez, par exemple, historien de la colonisation, je vais essayer de raconter la manière dont la colonisation s'est déroulée de telle période à telle période, quels étaient les différents acteurs, quels étaient les différents événements, quels sont les événements les plus importants, est-ce qu'il y a des tournants, est-ce qu'il y a un début, est-ce qu'il y a une fin, est-ce que la colonisation s'arrête à l'indépendance ou bien est-ce qu'elle continue sous certaines formes, est-ce que, etc. etc. Donc, raconter un récit. Donc l'historien, il recherche la vérité, il reconstitue, il interprète et il raconte. Il reconstitue, il interprète et il raconte. À partir de quoi? Alors, à partir, bien sûr, il peut avoir été un acteur de l'histoire. Il peut raconter son histoire. Parce qu'après tout, les historiens, ils sont dans l'histoire. Bien sûr. Aujourd'hui, vous avez des Tunisiens qui peuvent écrire l'histoire de la révolution de 2011 parce qu'ils l'ont vécu. Et on n'interdit pas aux historiens de travailler sur des sujets qu'ils ont connus. Évidemment, si vous travaillez sur le XIVe siècle, aujourd'hui, on est sûr que vous ne l'avez pas connu. Alors, dans tous les cas, l'historien, il va s'appuyer sur une documentation qu'on appelle généralement des archives, mais qu'on appelle aussi des sources. Voilà, des sources. Alors, ces sources, elles sont à la fois matérielles et, pour l'histoire contemporaine, orales. Puisque, vous voyez, si aujourd'hui un historien veut écrire l'histoire de la révolution de 2011 en Tunisie, il va prendre un petit dictaphone ou son téléphone et il va interviewer voilà, un policier, un fonctionnaire, un étudiant, un commerçant. Il va aller interviewer les commerçants de l'avenue Bourguiba pour savoir comment eux, ils ont vécu ces événements, etc., etc. Donc, l'avantage de l'histoire contemporaine, c'est qu'on a des témoins vivants. Mais bon, au bout de 50 ans ou 60 ans, il n'y a plus personne. Donc on va se reporter. C'est-à-dire que l'historien du temps présent, c'est-à-dire l'historien des époques dont il est contemporaine finalement,
dont les acteurs ne sont pas encore morts, eh bien, ils ont toutes les mêmes archives, les mêmes sources que tous les historiens, mais en plus, ils ont des témoins vivants. Pour les périodes anciennes, par exemple pour la guerre d'Algérie, ça commence à devenir difficile d'avoir des témoins vivants. Je ne dis pas qu'il n'y en a plus, mais vous voyez, c'est terminé il y a 60 ans, donc vous n'allez pas demander, les gens qui ont moins de 70 ans, bon, vous n'allez pas demander à un bébé comment il a vécu la guerre d'Algérie, vous voyez. Donc il faut qu'ils aient été, les acteurs, ils avaient au moins 15 ans, donc on est maintenant à 75 ans. Bon, voilà, mais par exemple, tous les officiers qui ont fait la guerre d'Algérie sont morts. Bien sûr, puisqu'ils avaient 30 ans ou 40 ans, c'est fini, ils ne sont plus là aujourd'hui. Donc, ça va assez vite, hein. Au bout de 50, 60 ans, il n'y a plus personne. Donc, ou en tout cas pas grand monde. Et puis au-delà de 80 ans, il n'y a plus personne. Voilà. Donc, on se reporte sur les archives. Alors, tout est archive. Toutes les traces de l'activité humaine sont des archives. Cette table sera une archive sur la manière dont les ouvriers, je ne sais pas si elle vient de Tunisie ou d'Asie, enfin, dont à un certain moment de l'histoire, on a fabriqué des tables, les techniques, les matériaux, la colle, vous voyez. Bon, ce micro aussi, c'est une archive historique. Bon, on s'en fiche, mais quand ils le retrouveront dans 200 ans, ils se diront, oh là là, c'est très intéressant cette technologie archaïque. Donc, les archives, bien sûr, les plus connues, ce sont les archives des États, ce qu'on appelle les archives publiques, qui sont les archives de l'administration, les archives de la justice, les archives de l'armée, parce qu'elles sont concentrées dans des bâtiments. Vous savez, près de la Casbah, ici, vous avez les archives nationales de Tunisie. Vous avez de très belles archives, et je vous signale même que vous avez les seules archives accessibles de tout le monde arabe. Dans les autres pays aussi, il y a des archives, mais très souvent, elles ne sont pas accessibles, et dans quelques pays, elles ne sont pas très fournies. Et donc, c'est des archives ici qui sont très intéressantes. En France, on a des archives gigantesques parce qu'on a un État qui est très ancien et qui est très scripturaire, qui écrit beaucoup. Par exemple, nous en France, on a 4 fois plus d'archives ou 5 fois plus que les Anglais. Parce qu'eux, culture orale, ils écrivent moins, ils ont une administration moins bavarde. Et donc, nous, on a vraiment des archives absolument gigantesques. On a plusieurs milliers de kilomètres d'archives dans nos archives diverses. Bon, vous imaginez ce que c'est 1000 km d'archives sur des rayons, vous voyez, c'est des bibliothèques, ben, 1000 km d'archives. Et on a plusieurs milliers de kilomètres d'archives. Les archives coloniales en France, c'est des... Alors ça se compte par kilomètre aussi, mais c'est quelques kilomètres, mais c'est déjà considérable. Donc il y a vraiment du travail... je vous ai dit qu'il y avait 2000 historiens professionnels, mais même si on avait 4000, on n'arriverait pas à écluser tout ça. Donc, il y a vraiment, on a du boulot autant qu'on en veut. Alors les archives des États, donc, c'est les papiers de l'administration, les papiers politiques, les lettres, les courriers officiels, les statistiques, les études officielles. Tout ça, c'est bien, mais ça ne suffit pas, parce qu'on ne peut pas écrire l'archive, on ne peut pas écrire l'histoire uniquement du point de vue des États. Vous voyez, par exemple, dans le cas de la guerre d'Algérie, les archives de l'armée française, elles sont très 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 riches. Elles sont d'autant plus riches qu'elles intègrent tous les documents qui ont été récupérés auprès des combattants du FLN, du Front de Libération Nationale. Tous les gens qui se battaient pour le FLN, ils étaient porteurs de documents, de lettres, de courriers, et tous ceux qui étaient capturés, évidemment, ou tués, leurs archives étaient récupérées. Vous savez, dans une guerre, il y a beaucoup de gens qui courent avec des courriers. On les appelle des courriers, enfin, il y a plusieurs termes. Et donc, ces gens-là, quand ils sont pris, ils sont porteurs de lettres qu'ils emmenaient d'un point A à un point B. Et s'ils se font prendre, eh bien, leurs lettres sont capturées. Et donc, dans les archives de l'armée française, vous avez énormément de documents algériens. Mais en même temps, vous comprenez bien que ce serait bien aussi de pouvoir faire pour écrire une vraie histoire de la guerre d'Algérie, ça serait bien d'avoir aussi des archives de l'autre partie. Alors l'autre partie, elle a des archives, mais bon, c'était pas un État, c'était un État naissant. C'était pas une administration qui avait les moyens de l'administration française en 1950, en 60, vous voyez. Donc ils ont beaucoup moins d'archives. Elles sont dispersées.
puisqu'il y avait des gens au Caire, il y avait des gens en France, il y avait des gens au Maroc, il y avait des gens en Tunisie, il y avait des gens en Allemagne, il y avait ceux qui étaient en Algérie. Donc elles sont dispersées, mais bon, ça on est habitué, les archives sont souvent elles sont dispersées. Et puis surtout, le gouvernement algérien considère que c'est son patrimoine national, et donc il ne laisse pas accéder librement les historiens, notamment français ou étrangers, à ces archives. Il les garde comme un trésor de guerre, je dirais. Aujourd'hui, ça changera un jour. Mais aujourd'hui, pour écrire l'histoire de la guerre d'Algérie, on dispose surtout des archives françaises. Bien sûr, il y a les archives américaines aussi, parce que les Américains, les Anglais, tout le monde, les Russes, tout le monde observait cette guerre. Des archives, vous en trouvez dans plein de pays, en fait, qui concernent la guerre d'Algérie. Mais est-ce que vous parlez à la fois le russe, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, l'italien? Non. Donc, ben voilà, vous allez au moins dans les pays dont vous parlez la langue pour connaître leurs archives. Et puis, au-delà des archives de l'État, les archives, je vous ai dit, ça peut être cette table, mais ça peut être aussi, il y a de la presse, les photos, les films, les romans, etc., etc. Donc, vous avez un très très grand nombre d'archives. Quand vous faites de l'histoire, si vous faites l'histoire du TIC, c'est facile parce qu'il ne reste pas grand-chose. Il reste les tessons, il reste quelques traces archéologiques, il reste quelques récits qu'on connaît bien d'ailleurs, des auteurs de l'Antiquité. Mais si vous faites de l'histoire contemporaine, vous êtes noyé littéralement sous les archives. Tellement il y a de documents, tellement il y a de milliers de cassettes, de vidéos, d'archives audiovisuelles, bon, voilà. Donc, je ne suis pas là pour vous faire pleurer sur le travail des historiens contemporains. Donc voilà, les archives, c'est le carburant des historiens, c'est leur matière première, et une fois qu'ils ont... Alors, ils doivent critiquer les archives. Il ne faut pas croire que ce qui est dit dans les archives, c'est la parole, c'est la vérité. Il faut critiquer. Le travail de l'historien, c'est d'abord, selon une méthode rigoureuse, qui a écrit ce document, quand, dans quel contexte, pour qui, selon quel biais, c'est-à-dire est-ce que c'est une lettre, est-ce que c'est un témoignage, est-ce que c'est une manipulation, est-ce que c'est un message politique, est-ce que c'est une lettre d'intimidation, est-ce que c'est une lettre de dénonciation. Et donc il faut comprendre qui l'a écrit, à qui, dans quel contexte. Et à partir de là, vous pourrez faire la critique du document. Voilà. Quand vous regardez un film, vous dites, voilà, ce film a été fait par qui, il a été payé par qui, il s'adresse à quel public, quel est son objectif. C'est difficile, hein. Et pareil, le journal, est-ce que c'est un journal de gauche, de droite, est-ce que c'est un journal religieux, anti-religieux, dans quel contexte il a été écrit, que contiennent les articles, est-ce que ces articles, à l'époque coloniale, vous aviez des journaux coloniaux, qui donc écrivaient des textes coloniaux. Et puis vous avez bien sûr des journaux nationalistes qui vont écrire, quand vous les lisez, c'est deux histoires différentes. Le travail de l'historien, c'est de faire la synthèse. Et d'essayer de... L'historien, c'est celui qui croise les sources, qui croise les regards. Donc il a une source, il la critique, il a une deuxième source, il la critique, une troisième, etc. Et à la fin, il fait une synthèse en essayant de... Et vous voyez, on peut penser qu'en croisant ces sources, en croisant ces documentations, eh bien, on va pouvoir raconter une histoire qui s'approchera de la vérité. Voilà. C'est ça l'idée. Est-ce que l'historien est objectif? Il essaye. Sauf que moi, si j'écris l'histoire de la colonisation en Tunisie, je suis français. Oui, bah, donc j'ai un point de vue de français. Bon. Et j'ai un point de vue de français post-colonial, puisque je n'ai pas vécu la colonisation. Je ne suis pas hermétique aux idéologies de mon temps, je ne suis pas hermétique à la pensée de mon époque. Et donc probablement qu'un Français dans 100 ans, il écrira avec un autre point de vue. Donc forcément, tout historien a un point de vue. Si vous écrivez l'histoire de la France ou l'histoire de la Tunisie, automatiquement, vous avez un point de vue. Mais comme vous êtes intelligent, et comme on essaye de l'être, vous essayez de... il faut vous situer dans l'histoire, il faut vous situer dans la société, il faut vous situer par rapport aux événements. Un fils de combattant FLN qui raconte la guerre d'Algérie n'a pas tout à fait le même point de vue que le fils d'un officier d'armée française, oui, par exemple.
Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas écrire une histoire valable, ni l'un ni l'autre, mais il faut les situer. C'est pour ça que la critique des sources, elle passe aussi par la critique de l'historien. L'historien, il doit savoir aussi qui il est. Vous voyez, faites l'histoire, faire l'histoire des pauvres si vous êtes très très riche, c'est un biais. Donc il y a des biais, il y a toujours des biais en fait. Mais faire l'histoire des pauvres si vous êtes très pauvre, c'est aussi un biais. Parce que du coup, vous êtes de leur côté. Vous voyez, enfin, c'est un peu caricatural, mais il faut prendre en compte les biais idéologiques, les biais sociaux, les biais nationaux, etc. Donc la question de l'objectivité, c'est pour ça que c'est une science humaine, on tend vers l'objectivité, on tend vers la vérité, mais on n'échappe pas à l'idéologie de son temps. Bon, j'en reste là. Quelques mots sur la mémoire. Alors, la mémoire, les cadres de la mémoire. C'était le nom d'ailleurs d'un livre, d'un philosophe, les cadres sociaux de la mémoire. J'y reviendrai. Alors, la mémoire, c'est d'abord, premièrement, je vous ai dit, elle est individuelle. Chacun est porteur d'une mémoire. D'après le grand anthropologue algérien, aujourd'hui décédé, spécialiste de l'islam, Mohamed Harkoun, que j'ai eu la chance d'avoir comme prof quand j'étais jeune, dit, vous savez, la mémoire, on se rappelle, alors vous êtes jeune, vous avez du mal à, mais vous verrez en vieillissant, on se rappelle assez bien des événements des 10 dernières années, à l'échelle d'un individu. À partir de là, on rentre dans l'arbitraire, la sélection, on commence à mélanger les dates, les périodes, à oublier, à occulter, bon. Mais ça, c'est le travail. Voilà, on enregistre, en gros, on a une mémoire vive, je dirais, d'une dizaine d'années. Et après, on rentre peut-être dans ce qui s'appelle les souvenirs. Bon, voilà. Donc, il faut partir de l'individu. Il faut partir donc de la dimension psychologique. Il faut partir de la dimension traumatologique. Il y a une mémoire des traumatismes. Ou une occultation à l'inverse. Certaines personnes ont vécu des événements très traumatiques, comme un enfant qui vit la guerre, qui vit un bombardement, a priori va s'en rappeler toute sa vie. Mais s'il a trop souffert, il est possible que des mécanismes psychologiques se mettent en marche et évacuent cet événement de sa mémoire. Vous savez, c'est souvent le cas des enfants qui ont subi des violences sexuelles et qui vont les refouler. Donc vous voyez, on rentre dans la psychanalyse pratiquement. Le refoulement, notre cerveau, pour qu'on puisse vivre, il est obligé de refouler ce qui est douloureux. Et bien les peuples, c'est pareil. Quand ils ont vécu un événement trop compliqué, trop traumatisant, il est possible qu'ils le refoulent collectivement. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a une mémoire individuelle, il y a une mémoire, encore une fois, familiale, il y a une mémoire de groupe et il y a une mémoire nationale. Et puis il peut y avoir une mémoire de l'humanité aussi. Bon. Et ça, donc il faut s'intéresser à la mécanique du cerveau, c'est passionnant, c'est pas mon objet ici. Mais si on parle de la mémoire, c'est évidemment ce qu'il faut faire. Un philosophe assez important de l'entre-deux-guerres, qui est mort assez jeune, Maurice Halbwachs, H-A-L-W-A-C-H-S, a écrit un livre qui paraît un peu compliqué à lire aujourd'hui, qui s'appelle Les cadres sociaux de la mémoire. Et il a montré justement que la mémoire, contrairement à ce qu'on croyait à l'époque, c'était pas seulement une affaire d'individus, c'est aussi une affaire de groupe et de société. Et il dit, et c'est lui le premier qui a travaillé là-dessus, il a montré justement qu'une société, elle a une mémoire collective, organisée. Vous voyez, par exemple, si on dit par exemple aujourd'hui les Français, ils ont la mémoire de la guerre de 14. Ils sont tous morts, les gens de la guerre de 14. Et pourtant, tous les Français savent qu'il y a eu la guerre de 14 et que les grands-parents ou les arrière-grands-parents y ont participé et que ça a été une mémoire traumatique, très violente, et dans chaque famille, ils traînent un ou deux événements, une ou deux anecdotes relatives à cette période. Donc la mémoire, ça veut dire qu'elle est reconstruite. C'est pas seulement la mémoire des choses qu'on a vécues, c'est aussi la mémoire de ce que nos ancêtres ont vécu. Et ça, c'est une mémoire qui circule. Alors, c'est bizarre d'avoir la mémoire de choses qu'on n'a pas vécues. Ben oui, parce que la société, elle l'a vécu dans sa profondeur historique, vous voyez, sur 4, 5, 6 générations. En France, aujourd'hui, il n'y a pas de mémoire de la chute de l'Empire romain, je vous confirme. Ça, c'est vraiment, on rentre dans l'histoire. Mais il y a une mémoire de la guerre de 14. Voilà, ça c'est sûr. Et en Vendée, je prends cet exemple parce que
c'est, à mon avis, un exemple important. Puis l'avantage, c'est que ça s'est passé il y a 2 siècles. En Vendée, il y a une mémoire des guerres de Vendée, des violences révolutionnaires. La mémoire de la Révolution, elle existe encore dans beaucoup de régions françaises, mais c'est dans cette région-là, je pense qu'elle a été la plus traumatique et qu'elle est la plus présente de ce fait. Voilà. Donc, on a une mémoire individuelle et familiale d'événements qu'on a vécus, et on a une mémoire collective d'événements qu'on n'a pas vécus, mais dont on a hérité. Et comment on en a hérité? Pas à notre naissance, on en a hérité dans les récits qu'on a entendus dans notre famille, ou dans les médias, ou dans la société. Et c'est là qu'on entretient la mémoire. Et c'est là que l'État va, la fameuse expression devoir de mémoire, l'État ou certaines instances décident qu'il faut se rappeler de ces événements. C'est un choix, c'est une volonté politique. Il faut qu'on se rappelle de certains événements. Parce que c'est important. Pourquoi? Pour éviter la guerre civile, pour vivre en paix, c'est des choses importantes. Hein. Voilà, on ne va pas faire un devoir de mémoire parce que c'est fun. Non, on va le faire parce qu'on va essayer de ne pas se faire la guerre à nouveau. Donc il faut entretenir une mémoire. La mémoire, elle repose, la mémoire collective, donc elle repose sur un récit, elle repose sur des commémorations, elle repose sur des lieux de mémoire, c'est une expression de l'historien Pierre Nora dont vous avez peut-être entendu parler, les lieux de mémoire qui célèbrent des événements passés et qui constituent le groupe. Le groupe, une société c'est un groupe, et elle s'articule, elle se construit autour d'un certain nombre de faits. Vous voyez, quand vous allez avenue Bourguiba, vous avez une statue de Bourguiba sur son cheval. Ça veut dire que la société tunisienne aujourd'hui, elle se reconnaît comme en partie héritière de l'apport de Bourguiba à la nation tunisienne. Si ça n'avait aucun intérêt, on verrait la statue. Mais ça veut dire que les Tunisiens, ils considèrent collectivement que Bourguiba a eu un rôle important, et donc on va le mettre sur la place centrale de la principale avenue du pays. Et puis à l'autre bout, vous avez Ibn Khaldoun. Parce que Ibn Khaldoun, c'est aussi la mémoire de l'histoire du Maghreb islamique médiéval. C'est aussi un grand intellectuel, donc on va l'honorer. Je pense que s'il n'y avait pas cette mémoire, personne ne saurait aujourd'hui qui est Ibn Khaldoun. Personne n'a le souvenir d'Ibn Khaldoun, aucune famille, aucun... Mais on a son livre, et on a cette statue, ces livres, et on a cette statue qui commémore officiellement la mémoire d'Ibn Khaldoun dans la société tunisienne aujourd'hui. Donc, d'où l'importance des monuments aux morts, d'où l'importance des statues, etc. Donc, le devoir de mémoire, bon, c'est pas une expression que les historiens aiment bien, parce que pour eux, il n'y a pas de devoir de mémoire. Mais pour les politiques, oui. Pour les politiques, il y a un devoir de mémoire. L'État, les autorités, les partis politiques, les chefs, les dirigeants décident qu'il faut se rappeler de ça. Et alors, l'État, il va se donner les moyens. Ben, la statue, c'est un très beau moyen. La statue. Alors, le président Macron, par exemple, il a exigé que le génocide rwandais figure. Alors là, on est à la limite, parce qu'on va demander aux Français de se souvenir d'un événement qui s'est passé à des milliers de kilomètres de chez eux, dont ils n'ont pas été acteurs, de fait, le génocide rwandais. Pourquoi est-ce que le président Macron a voulu que le génocide rwandais figure au sein des programmes d'histoire de terminale des élèves français? Vous voyez? Pourquoi est-ce qu'il a décidé que ce devoir de mémoire devait jouer sur cet événement? La question est ouverte. J'ai bien des hypothèses, mais peu importe. Voilà. De même que les associations d'anciens combattants en France exigent qu'on parle de la mémoire des poilus, des combattants de la guerre de 14. Ça doit figurer dans les programmes d'histoire. Il y a un certain nombre comme ça. Il y a la mémoire du génocide, et bien sûr de la Deuxième Guerre mondiale, du génocide juif, qui doit figurer dans les programmes d'histoire. Il y a un certain nombre comme ça de traumatismes. Alors, le problème, si vous voulez, c'est que les historiens, eux, ils essayent d'écrire l'histoire d'une manière libre, ils font un récit, et ils sont percutés par la société qui leur demande des comptes, ils sont percutés par les juges qui leur demandent de l'aide, ils sont percutés par les politiques qui leur disent vous devez parler de ça, vous devez parler de ça. Bon. Donc tout ça, une société c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'interactions.
voyez, par exemple, en France, on cultive la mémoire de la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale, on cultive la mémoire des poilus, et puis aujourd'hui, on cultive même la mémoire de ceux qui se sont révoltés, même s'ils n'étaient pas très nombreux, en 1914, les fameux fusillés, bon, etc., etc. Par contre, il y a des événements qu'on préfère oublier. Vous voyez, par exemple, la République en France, elle s'est construite en 1870, elle a été proclamée, et puis un des premiers actes militaires, ça a été de massacrer la commune de Paris. C'est un événement objectif. Donc, il y a souvent des événements traumatiques à l'origine d'un régime. Donc, ces traumatismes, on n'en parle pas. On valorise la Révolution française, on met la terreur en mode mineur. On valorise la création de la République en 1870, mais on minorise bien sûr la commune, parce que c'est dire qu'on a fait fusiller 30 000 ouvriers parisiens, c'est embêtant. Bon, donc il y a toujours comme ça. On met en avant la mémoire de la libération, du gouvernement, de la résistance, le gouvernement provisoire de la République française, la renaissance de la République, la création de la sécurité sociale. Mais on oublie de dire qu'il y a quand même eu 50 000 morts qui se sont fait, 50 000 types qui se sont fait dessouder dans le cadre de l'épuration. Sauvagement, la plupart ont été assassinés directement. Bon. Donc vous voyez, l'histoire, le devoir de mémoire, souvent il met en avant certains événements puis il essaie de minorer certains autres. Bon. On met en avant la libération et la joie du 8 mai 1945 en France, et puis le même jour en Algérie, s'est passé des événements douloureux que l'Algérie au contraire met en avant, mais que longtemps la France a eu un peu de mal à reconnaître. Bon. Etc., etc. Alors, du coup, les gouvernements, comme ils veulent qu'on se rappelle de certaines choses, ils ont inventé, enfin, c'est pas les gouvernements, c'est le Parlement, ils ont inventé depuis les années 90 ce qu'on appelle les lois mémorielles. J'imagine que vous en avez entendu parler. Hein. C'est-à-dire que l'État, on prend une loi et on dit voilà, il faut se rappeler de cet événement. Les historiens sont tous contre, parce qu'ils considèrent qu'on ne va pas leur tenir la main. Ben oui, les historiens, ils ne sont pas idiots, ils savent bien qu'il y a des événements dont il faut parler. Mais les États, eux, veulent être sûrs et dire voilà, il faut parler de ça. Et donc, on va vous faire une loi, on va vous obliger à en parler, on va vous obliger à le commémorer. Bon, donc la loi mémorielle, les lois mémorielles, le devoir de mémoire, les historiens les subissent, mais ne sont pas très chauds. En revanche, la société politique, elle y est favorable. Dans les sociétés colonisées ou anciennement colonisées, c'est la même chose. Bourguiba et le régime bourguibien, ils célébraient la marche triomphale et pacifique, à peu près, vers la décolonisation. Et puis ensuite, ils célèbrent sa transformation radicale de la société tunisienne entre 1957 et 1959. Ils célèbrent l'avènement de la République. Mais il ne dit pas, par exemple, qu'il a fait détruire à coups de canon les palais du Bey à la Marsa, parce que vous voyez, ça c'est pas très glorieux. Bon, donc il y a toujours des... Puis, on célèbre le nationalisme tunisien, la grandeur de la Tunisie, parce qu'elle a été le premier pays qui a une constitution dans le monde arabe, et même dans le monde musulman. Elle a été le premier pays qui a aboli l'esclavage dans le monde musulman, etc. Elle est le premier pays aujourd'hui même à avoir une femme Premier ministre, très bien, tout ça c'est très bien. Mais on ne va pas dire que la bourgeoisie, enfin disons l'aristocratie tunisienne du XIXe siècle, elle a endetté le pays auprès des banques françaises et que du coup elle a fini par négocier le protectorat parce que c'était le seul moyen de sortir de l'endettement et que le protectorat ça a été le moyen de rembourser la dette. Enfin, vous voyez, il y a des choses qu'on peut dire et puis il y a des choses, que ce soit en France, en Tunisie, en Algérie, partout c'est pareil. Voilà. Alors les historiens, en principe, eux, ils s'en fichent de tout ça. Il n'y a pas des choses qu'ils doivent dire, des choses qu'ils doivent dire. Ils essaient de raconter l'histoire. C'est pour ça que les politiques, souvent, ils aiment bien les historiens, mais quand ils leur obéissent, quand ils commencent à dire des choses qui les dérangent, ils n'aiment pas trop. C'est pour ça que les politiques ils créent des instituts d'histoire officielle. Bourguiba, à la fin de son règne, il avait créé l'Institut d'histoire du mouvement national de la Tunisie. Ça s'appelle aujourd'hui, c'est un laboratoire de l'université de la Manouba, qui s'appelle aujourd'hui l'Institut d'histoire de la Tunisie contemporaine. Ça, c'est une neutre, vous voyez. Mais Bourguiba, à la fin de son règne, et c'était resté comme ça à l'époque de Ben Ali, institue
d'histoire du mouvement national, pour montrer qu'il fallait raconter une histoire glorieuse des Tunisiens qui avaient combattu le colonialisme français et qui avaient obtenu l'indépendance de la Tunisie et qui avaient construit l'État moderne tunisien. Ça, c'était une histoire légitime. Mais après, le reste, tous les en dessous, tous les à côté, il ne fallait pas trop en parler. Bon, il y a toujours des en dessous et des à côté. C'est la colonisation, ce qui est très compliqué, c'est que ce n'est pas une histoire binaire. Parce que c'est une histoire d'accommodement. C'est une histoire d'accommodement entre ceux qui arrivent et ceux qui sont là. Alors, ça peut se passer pacifiquement, ça peut se passer par la guerre. En Algérie, c'est passé par la guerre. Ici, c'est plutôt passé pacifiquement, notamment dans le nord du pays. Et puis après, il y a une entente. Les gens, c'est des humains, ils se parlent. Ils apprennent leur langue, ils se parlent, ils échangent, et puis ils partagent. Alors, qui va prélever l'impôt? Qui va rendre la justice? Qui va maintenir l'ordre dans la rue? Qui va faire des affaires? Qui va apporter? Qui va payer les fonctionnaires? Qui on va recruter comme fonctionnaire? Et tout ça, c'est des compromis. À qui va prendre les terres? Bon, vous savez, par exemple, vous avez une partie vous prenez tout le Maghreb, par exemple, ou le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, vous avez une partie des élites qui se sont servis de la colonisation pour prendre des terres aux tribus. Alors bien sûr, les Français, ils ont pris des terres aux tribus pour faire l'agriculture coloniale. Mais il y a toute une partie de l'aristocratie ou de la bourgeoisie locale qui s'est bien servie aussi. Et comme ça, les Français achetaient le silence. Vous voyez ? Et ça, cette histoire-là, si vous expliquez par exemple qu'en Algérie, ou en Tunisie, ou au Maroc, la propriété coloniale était aussi importante que la propriété bourgeoise ou aristocratique tunisienne au détriment des tribus, c'est un peu... Vous voyez, donc il y a des choses qu'on met un peu sous le poisson. Bon. Pour terminer, parce que le temps tourne, l'histoire, la mémoire. Alors quelques points sur la mémoire de la colonisation en France, puisque c'est votre sujet, au Maghreb aussi. Alors, je dirais que j'avais commencé par là tout à l'heure. Il faut comprendre qu'il n'y a pas d'automaticité. Il y a toujours des enjeux politiques et idéologiques. Encore une fois, la guerre du Vietnam, qui a opposé pendant 8 ans l'armée française au Viet Minh, le parti communiste vietnamien. Cette guerre, elle a fait 500 000 morts. Elle a dévasté le pays. Vous n'en entendez jamais parler. La guerre d'Algérie, elle a fait à peu près 400 000 morts dans les deux camps, un peu moins. Elle a aussi abîmé le pays, mais beaucoup moins que le Vietnam. Et on entend parler tout le temps. Et c'est une mémoire conflictuelle. Alors que la mémoire de la guerre du Vietnam, elle n'est pas conflictuelle. Les Vietnamiens, ils ont gagné, terminé. On vous met dehors, merci, au revoir. Les Algériens, ils pourraient dire aussi, on a mis les Français dehors, merci, au revoir. Pourquoi cette guerre, cette mémoire de cette guerre, continue? Alors, je vous ai dit, un des éléments de réponse, c'est que c'était en partie une guerre civile, à plusieurs entrées, puisque les Vietnamiens n'ont jamais été français, les Algériens étaient français. Bon. Donc, on peut réfléchir à ça. Mais il y a d'autres explications. Et ça fait partie du travail de l'historien, de réfléchir à pourquoi d'un côté il y a une mémoire traumatique, violente, des querelles, des polémiques, toujours 60 ans après, de l'autre côté rien. Tout le monde est d'accord. Oui, bon, on ne raconte pas tout à fait la même manière la guerre du Vietnam en France, en Algérie, mais, en France et au Vietnam, mais en gros, bon, oui, on est d'accord. Ok, les Viet Minh a gagné la guerre, oui. Il a gagné Dien Bien Phu. Et l'armée française a perdu la guerre, oui. Et les politiques ont envoyé l'armée, puis finalement, ils ont dit au bout d'un moment, bon, ben merci, vous rentrez, terminé. Bon, les Américains ont remplacé les Français, ensuite il y a eu la guerre du Vietnam des Américains qui a recouvert la première guerre. Alors peut-être que les Vietnamiens ont oublié la guerre du Vietnam, parce qu'entre-temps, il y a eu la guerre des Américains. Ah, c'est peut-être un élément de réponse. Vous voyez? Bon, il faut donc... Vous voyez, donc l'oubli, en fait, quand on oublie un événement historique, c'est soit parce qu'on le décide, à ce moment-là, on appelle ça une politique d'amnésie, une politique d'oubli volontaire. De Gaulle, au lendemain de la guerre d'Algérie, il a dit maintenant, on tourne la page, c'est terminé, on n'en parle plus. Il avait déjà fait ça au moment, en 1945, il avait dit, bon,
moi j'ai un pays, les gens se massacrent à bout portant là, pour régler les comptes de la guerre. Ça y est, les Français ils sont tous résistants, c'est terminé, on oublie, Vichy c'est le mal, c'est pas la République, on ne connaît pas, au revoir, et maintenant on avance. Et les politiques souvent ils sont obligés à un moment donné de l'histoire de dire bon, vous arrêtez la guerre civile, on pose les fusils et on reprend la vie normale. Vous voyez, et il s'est passé ça dans tous les pays où il y a des révolutions. Est-ce qu'il y a une révolution? Apparemment, les Tunisiens, ils n'avaient pas l'air très contents contre Ben Ali et contre la police. Est-ce qu'ils se sont lancés dans des fusillades, des règlements de compte, des poursuites? Non. On a envoyé le chef ailleurs, et on a dit, bon, on fait c'est pas la paix des braves, mais c'est ce que De Gaulle avait appelé la paix des braves. On ne va pas solder les comptes pendant 150 ans. Donc, on tourne la page, on part sur autre chose. C'est une manière aussi de vivre en société sans essayer de régler les comptes tout le temps. Donc mémoire victorieuse, mémoire honteuse, une mémoire qui en chasse une autre, etc. Dans le cas de la mémoire des guerres d'Algérie, les Français ont à peu près oublié cette affaire pendant 30 ans. Comme ils avaient oublié les événements les plus traumatisants de la Deuxième Guerre mondiale, qui sont revenus. Je ne reviens pas sur Paxton, le procès Eichmann, etc. Ça, vous avez dû en entendre parler avec vos profs. Mais en ce qui concerne la guerre d'Algérie, elle est revenue dans les mémoires françaises, elle est revenue dans le débat public au cours des années 90. Pourquoi? 30 ans après, elle s'était terminée en 62, elle est revenue, on ne parlait plus jamais de colonisation. Moi, j'ai vécu dans la société française quand je suis né en 66. J'ai été à l'école dans les années 70. J'ai passé mon bac en 83. Je n'ai jamais entendu parler de la colonisation de la guerre d'Algérie pendant la totalité de ma scolarité. En plus, il se trouve que mon père n'avait pas fait cette guerre-là. Personne de mes oncles, de ma famille ne l'avait faite, pour des raisons de génération, parce qu'ils avaient fait la guerre d'avant. Donc je n'en ai jamais entendu parler. La seule personne qui m'a parlé de la guerre d'Algérie, et donc de la colonisation en Algérie, c'était un prof de technologie qui nous racontait que pendant la guerre d'Algérie, il avait fait son service militaire et il avait été envoyé dans un djebel. Ils avaient peur, mais il ne s'est jamais rien passé. Il a jamais fait un coup de fusil, il s'est emmerdé pendant 2 ans. Voilà mon expérience. Voilà. Donc quand j'avais 20 ans, voilà ce que je connaissais. Et puis après, pendant mes études d'histoire, j'ai découvert cette histoire. Mais elle avait été occultée totalement. J'avais jamais entendu parler de ma vie. Dans ma famille, on n'en a jamais parlé, ça n'existait pas. Alors c'est pas seulement ma famille, c'est parce que voilà, quand on vit un événement traumatique, on l'oublie et on n'en parle plus. Et c'est d'ailleurs les soldats de la guerre d'Algérie, la plupart sont morts sans jamais en parler. J'ai fait beaucoup voilà. Donc pourquoi est-ce que les Français s'en sont rappelés collectivement dans les années 90? Parce qu'il y a eu la guerre civile en Algérie. À partir de 92, il y a eu une guerre civile, très meurtrière en Algérie. Moins meurtrière que la guerre d'Algérie, mais on a beaucoup parlé de l'Algérie à ce moment-là en France. Parce que la France a aidé les autorités algériennes, parce que la France a accueilli beaucoup de réfugiés, parce qu'il y a eu des attentats contre des intérêts français, il y a eu des Français tués en Algérie, il y a eu des attentats algériens en France, enfin des islamistes en l'occurrence, du FIS, le Front islamique d'Israël. Donc ça a réactivé, vous voyez, cette violence et ces combats en Algérie ont réactivé dans les mémoires françaises la mémoire de la guerre d'Algérie de 30 ans avant. Et à partir de là, les politiques s'en sont emparés. Et c'est à ce moment-là que Benjamin Stora, en 1991, a publié son principal livre, en tout cas le livre qui a fait le plus parler, c'était son fameux livre, dites-moi, La gangrène et l'oubli. La gangrène et l'oubli. La gangrène et l'oubli. Qui a montré que justement le fait de ne pas faire l'histoire, d'avoir oublié, occulté cette guerre, d'avoir décrété une amnésie et aussi une amnistie, hein, on pardonne tous les coupables, terminé, au revoir en France, bien, ça n'empêchait pas la mémoire d'exister. C'est pas parce qu'on avait oublié officiellement ces événements qu'ils ne continuaient pas d'exister. Et il a montré qu'il existait en France une mémoire des harkis, mémoire très douloureuse, une mémoire des pieds noirs, traumatisés, une mémoire des soldats, on leur a dit allez les gars, vous allez faire la guerre là-bas, et puis au bout de 8 ans, on leur a dit bon, il y a eu 30 000 morts, mais c'est pas grave, enfin, vous avez eu 30 000 morts dans vos rangs, mais c'est pas grave, vous revenez, c'est fini. Et là, ils arrivaient dans un sas, on les mettait pendant quelques jours ou une semaine au frais, on leur disait voilà, vous parlez de jamais, vous parlez de rien, vous racontez rien, vous vous taisez, et maintenant on vous rend à la vie civile. Donc c'est ce qu'ils ont fait, ils se sont tus. Donc,
ces soldats ont été traumatisés. Les officiers ont été traumatisés aussi, puisque les officiers, normalement, ils sont loyaux avec la République. Ils ont fait un coup d'État. Certains ont essayé d'assassiner De Gaulle. Certains ont été fusillés. Des centaines d'entre eux ont perdu leur grade, etc. Bon, ils en voulaient énormément à la République. Ils les ont envoyés dans des guerres inutiles à la fin pour faire, si vous cumulez la guerre du Vietnam plus la guerre d'Algérie, c'est presque 1 million de morts. Pourquoi? Pour rien. Bénéfice? Aucun, puisqu'on n'a plus aucun contact avec le Vietnam communiste et que les Algériens et l'Algérie nous en veulent. Contentieux. Donc, tout ça pour rien. Vous allez perdre des milliers d'hommes, vous allez faire des centaines de milliers de victimes, ça va ruminer le pays, ça va détruire nos relations et tout ce que la colonisation avait construit, hein, les élites algériennes par exemple, francophones, elles ont été massacrées par la guerre d'Algérie. Donc vous passez des dizaines d'années à fabriquer des gens qui sont les porteurs de votre futur et puis ils seront tués pendant la guerre. Donc ces guerres en fait n'ont servi à rien, ont coûté très cher et à la fin, allez. Donc des mémoires traumatiques liées à ces événements sont très nombreuses. Voilà. Et bon, Stora a mis en avant ça, ça a beaucoup intéressé beaucoup de monde. Et puis ça, sur contexte de guerre civile, c'est un peu le hasard, ça a permis de relancer le débat sur la mémoire coloniale et sur la mémoire de la guerre d'Algérie. Et puis les historiens, bien sûr, ont travaillé. Stora fait partie des historiens. Il y a un historien aussi, Mohamed Arbi, très important, qui est venu en France, qui est un acteur de la révolution algérienne, qui a été mis en prison à l'époque de Boumedienne, qui s'est enfui et qui s'est installé en France et qui a écrit, du point de vue algérien, l'histoire du FLN, l'histoire de ce parti politique, l'histoire de ces révolutionnaires et pourquoi c'est devenu un régime autoritaire, pourquoi c'est devenu un régime populiste. Enfin bon, il a écrit une... Donc les historiens bossent, hein. Vous savez, les politiques disent souvent « Ah oui, il faut sortir des querelles, il faut que les historiens bossent ». Mais les historiens bossent. C'est pas pour ça que les politiques les écoutent, et encore moins les lisent d'ailleurs. C'est un autre débat. Et puis, pour conclure et sortir des débats, enfin, bon, je vous ai dit, donc réactivation de la mémoire dans les années 90, pour deux raisons. Et puis en 1999, donc cette guerre civile en Algérie commence à prendre fin. Clairement, les islamistes ne vont pas gagner. L'armée algérienne a gagné la guerre. Bon, il reste encore des maquis et ça, il va encore y avoir des milliers de morts et de nombreux attentats, accrochages. Ça va durer jusqu'au milieu des années 2000, vers 2004-2005. Mais le tournant, c'est donc l'élection du président Bouteflika, une vieille connaissance de la France, qui est élu en 1999. Et il va faire des lois de réconciliation. Première chose, il va faire des lois de réconciliation nationale pour évacuer la guerre civile. Alors, ils ne vont pas juger les criminels, ils vont juger aucun militaire pour certains actes de torture ou autre. Ils vont juger aucun islamiste pour les attentats, sauf si évidemment ils ont été pris en train de tuer. Bon. Mais en tout cas, ceux qui étaient dans les maquis, ils ont fait une amnistie générale. Et on n'oublie plus, et alors là, c'est la mémoire interdite aujourd'hui en Algérie, personne ne parle de cette décennie noire. Mais eux, ils vont réactiver la guerre d'Algérie en disant finalement, tous nos malheurs, ils viennent de la France et de cette période. D'où, au cours des années 2000, la montée des revendications algériennes auprès de la France, par étapes. Et alors, les Français, il faut le dire, vont leur offrir un prétexte en or, enfin les pouvoirs publics français, c'est pas les Français, justement un groupe de parlementaires originaires du sud de la France, là où il y a beaucoup de rapatriés d'Algérie, ont demandé, en 2004, ils ont fait voter au Parlement un texte sur justement l'héritage de la guerre d'Algérie et la nécessité justement, notamment, de raconter cette histoire dans les écoles. On revient au devoir de mémoire, hein, et puis là on dit il faut qu'on raconte le rôle positif de la France coloniale en Algérie. Les Algériens, ça c'est en 2004, les Algériens se sont emparés de cette thématique et on dit, et ça, alors là c'est parti, il y a vraiment idéologiquement, ça a réactivé tous les conflits politiques possibles entre la France et l'Algérie et à l'intérieur de la société française.
Une partie de la classe politique a dit mais comment pouvez-vous faire ça? Bon, finalement, le président Chirac a abrogé cet article en 2005, le fameux article sur le rôle positif. Mais le rôle positif a déclenché en Algérie on est monté en gamme et les Algériens ont dit non seulement c'est pas positif, mais vous avez été criminel, vous avez été génocidaire, vous avez commis des crimes contre l'humanité, vous devez vous excuser, vous avez fait 1 million de morts, 2 millions de morts, là aujourd'hui on en est à 5 millions de morts, ou 7 millions de morts même, parce qu'ils reprennent toute la période coloniale, il y a eu des massacres, vous devez vous excuser, vous devez vous rappeler de tel événement, vous devez, etc. Donc on est monté dans une surenchère extrêmement impressionnante, cautionnée entre parenthèses par le président turc. Donc là on n'est plus dans la mémoire, on n'est plus dans l'histoire, on est dans la polémique, on est dans la querelle politique, on est dans la querelle interétatique, on est dans la demande de pardon, on est dans la demande d'indemnité. Vous voyez? Donc les historiens au milieu, et puis tout ça, pendant ce temps-là, on dit bon, faisons travailler les historiens, hein. Mais les historiens travaillent. Il y a de plus en plus, il y a des milliers de bouquins, il y a plein de bouquins qui racontent cette histoire. Mais malheureusement, les querelles politiques, pour des raisons diverses, alors on peut les analyser, hein, on peut les analyser. Moi je pense qu'en Algérie, cette querelle tardive avec la... Parce que si les Algériens depuis 1962 avaient demandé des comptes à la France, on dirait bon. Sauf que dans les années 60, 70, 80, ils ne demandent pas de comptes. Il faut attendre les années 2000. Or, les années 2000, elles se déroulent après la guerre civile des années 90, vous comprenez? Donc, ces revendications vis-à-vis de la France, la réactivation de la mémoire coloniale, qui est traumatique, ça c'est évident, elle va avoir pour rôle politique dans la société algérienne de faire oublier la guerre civile. Et en France, il va y avoir aussi des échos, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, le dernier événement traumatique de la société française, c'est la guerre d'Algérie. C'est la dernière guerre que les Français ont vécue, même si c'est une guerre qui ne s'est pas livrée sur le sol de la métropole, mais enfin elle ne s'est pas livrée au départ dans des territoires français avec beaucoup de soldats français, etc. Cet événement, il a produit dans les générations suivantes des traumatismes, et aujourd'hui, une très grande partie de la classe politique française, comme je vous l'ai dit, elle est liée à cette histoire. Et ça donne raison à Stora d'ailleurs, parce que cette mémoire, elle a été transmise aux fils, aux petites-filles, et vous regardez, il faudrait faire une enquête, ça serait très intéressant de voir dans le monde intellectuel, et surtout dans le monde politique français, le nombre de personnes, et notamment de personnes qui sont de premier plan, qui sont directement les héritiers de cette mémoire algérienne. Les Juifs d'Algérie, les Pieds Noirs, les rapatriés, les enfants de harkis, les enfants d'officiers français qui ont fait cette guerre, etc. etc. Oui. Bon. Alors, le président Hollande, il dit, bon, moi j'arrive, je vais réconcilier la France et l'Algérie, mais ça bute à nouveau. Le président Macron arrive en disant, je vais réconcilier la France, on va mettre fin à ça, on va faire comme la France et l'Allemagne vont se réconcilier, mais à nouveau ça bute aussi. Et du coup, il s'ensuit à chaque fois des polémiques, etc. Donc, cette mémoire contrariée, cette mémoire mal maîtrisée, cette utilisation de l'histoire à des fins politiques, à des fins polémiques, à des fins d'entretien d'un contentieux, etc., c'est pas l'histoire, oui. C'est pas l'histoire. Les historiens, ils ne s'engueulent pas entre eux. Les historiens français et les historiens algériens, ils travaillent bien ensemble, ils sont à peu près d'accord sur l'essentiel. Ils ne disent pas d'un côté il y a eu 7 millions de morts et de l'autre côté il y a eu 500 000 morts. Ils sont d'accord sur les bilans chiffrés. Mais la mémoire, les politiques, les États, les appareils idéologiques s'emparent de l'histoire. Parce que l'histoire c'est de la dynamite. Et si on n'en fait pas un objet de science, si on n'en fait pas un objet de paix, de réconciliation, eh bien c'est un objet de guerre. Vous voyez? Donc c'est pour ça que la mémoire, c'est bien, il faut quand même l'encadrer. Il faut essayer de l'amener tranquillement vers l'histoire, mais malheureusement les usages politiques, les usages diplomatiques, les usages de toutes sortes font que, voilà, à certains moments, des sociétés, des États ont intérêt à relancer, j'appelle ça remettre les pièces dans la machine, du contentieux, du conflit, etc. Mais ce n'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. Vous savez, je vais terminer par cet exemple.
au moment où le Parlement français donc, a fait un article de loi relatif à la mémoire de la colonisation d'Algérie, avec ce fameux article qui disait qu'il faut enseigner dans les lycées publics en France le rôle positif de la colonisation, en Algérie, ça a déclenché un tollé gigantesque, et au même moment au Maroc, je me rappelle parce que j'y étais, il y a eu un colloque organisé par la presse et par des historiens qui ont dit, alors, on va faire un colloque historique et on va analyser la colonisation française. Qu'est-ce qu'elle a amené de positif dans la société marocaine? Qu'est-ce qu'elle a amené de négatif? Vous voyez? Là, c'est les historiens. Parce que, il n'y a pas des... Enfin, encore une fois, les historiens, c'est pas quelqu'un qui est dans la condamnation. Il décrit des événements, ça ne veut pas dire qu'il est pour, mais il les décrit. Voilà, la colonisation, elle a eu lieu. Vous n'êtes pas d'accord? Elle a eu lieu. Vous trouvez que c'est le mal absolu? Elle a eu lieu. Bon, alors, une fois qu'elle en a dit qu'elle a eu lieu, pourquoi elle a eu lieu? Parce que ça participe du processus de mondialisation, parce qu'il y a le processus d'extension du marché et de l'industrie mondiale. Enfin, après, il faut travailler sur les causes, il faut travailler sur le nationalisme. C'est très complexe comme phénomène. Mais c'est pour ça qu'on fait de l'histoire, pour sortir de nos querelles infinies. Voilà, donc il nous reste à peu près 25 minutes, c'est ça, ou 30? 25? Bon, et bien voilà, donc je ne sais pas si vous avez un micro, mais à partir de ça... Bonjour monsieur, ma question c'est, pensez-vous que le président Emmanuel Macron accorde une plus grande place aux historiens, par exemple Benjamin Stora, dans son approche des politiques mémorielles, ou est-il simplement dans la continuité de ses précédents Je réponds direct et puis on en fait une autre. Comme tu veux, Pierre. Le plus simple, tu réponds direct. Oui, un peu. Bon, merci, jeune homme. Le problème, si vous voulez, c'est qu'avant, on avait des historiens, des présidents de la République qui avaient vécu les événements historiques. Vous voyez, par exemple, François Mitterrand ou Jacques Chirac, ils avaient été des acteurs de la guerre d'Algérie. Alors que depuis... Alors ensuite, François Hollande et Nicolas Sarkozy, tous les deux, ils sont nés en 1955, je crois. Donc ils avaient été enfants pendant la guerre d'Algérie, et puis Emmanuel Macron est beaucoup plus jeune encore, et donc est carrément est né après la guerre d'Algérie. Donc les trois derniers présidents n'ont pas eu de connaissance historique de ces événements, n'ont pas été des acteurs, évidemment, n'ont même pas de souvenirs, je pense, pratiquement. Peut-être que Sarkozy et Hollande se rappellent des discours de Gaulle en 58, toute la dépendance de l'Algérie en 62, certainement, mais en tant que petits-enfants, vous voyez. Donc, c'est là qu'ils se sont tournés vers les historiens. François Mitterrand et Chirac n'avaient pas besoin d'historiens, ils avaient leur propre mémoire d'acteurs de ces événements. Donc depuis effectivement Nicolas Sarkozy, ses deux successeurs François Hollande et Emmanuel Macron, ont eu un rapport privilégié avec les historiens, et notamment effectivement sur l'Algérie Benjamin Stora, qui a été conseiller historique successivement de François Hollande et de Emmanuel Macron, avec un statut plus ou moins officiel, mais peu importe, c'est pas ça qui est intéressant. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, en tant qu'historien, alors, Benjamin Stora, il est à la fois historien, il est un historien engagé, pas seulement politiquement, mais aussi parce qu'il a été lui-même, il est né en Algérie et il a quitté la France, il a quitté l'Algérie pour la France en 1962, donc il avait 12 ans, et il a été donc fait partie des gens qui ont été traumatisés familialement par cette guerre, qui ont été... vous savez, l'histoire des Juifs d'Algérie, ou comme de Tunisie ou du Maghreb en général, c'est des histoires compliquées, mais surtout dans le cas des Algériens, puisque les Juifs d'Algérie, ils ont été colonisés, comme les autres, comme tous les Algériens, et puis ensuite la République française leur a conféré automatiquement la nationalité française en 1870, et donc ils sont devenus citoyens français de plein droit. Les autres Algériens étaient sujets français, pas citoyens, sauf ils ont été citoyens entre 58 et 62, tous
les Algériens, mais les Juifs d'Algérie non. Et donc c'est à la fois des gens qui sont... Et puis en 62, les Juifs d'Algérie sont partis parce qu'ils ont été assimilés aux pieds noirs. Donc ils sont à la fois décolonisés et ils se retrouvent dans la peau du colonisateur. Mais en tout cas des victimes des gens qui ont pensé qu'ils faisaient partie du mauvais côté. Bon, donc c'est une histoire traumatisante, compliquée, dont il est le porteur, comme il le dit lui-même, et c'est vrai que ces thématiques ont beaucoup influencé les deux présidents de la République. On voit que c'est très difficile, que les bonnes intentions et que la connaissance et que l'histoire ne suffisent pas à surmonter des contentieux politiques ou diplomatiques, puisqu'au fond, les relations ne sont pas exécrables entre les différents présidents des deux pays, mais elles ne débouchent pas sur la réconciliation attendue par les Français. Les Algériens veulent un pardon, mais c'est difficile de demander pardon pour des événements... moi je trouve que le pardon, ça a une dimension religieuse, et spécialement chrétienne en l'occurrence. Est-ce qu'un État qui n'est pas une personne peut demander pardon? Et est-ce que c'est très compliqué la question du pardon. Est-ce qu'on peut demander pardon pour des choses qu'on n'a pas faites? Est-ce que vous pouvez demander pardon pour des choses qu'ont fait vos parents, vos grands-parents? Est-ce qu'un État existe de tout temps à jamais? Ou bien est-ce qu'il est la succession des hommes politiques qui dirigent et des générations qui dirigent? Bon, donc je pense que la France, effectivement, ne demandera pas pardon. L'Algérie demande pardon. Je pense que... Voilà, donc on est sur une impasse. Et le fait que Benjamin Stora ou d'autres, bien sûr, inspire nos hommes politiques, ne débloque pas la situation. Parce que, en plus, pour demander pardon, non, c'est une question très difficile. Moi, je pense qu'on est parti sur une... Il faudrait plutôt mettre en avant la volonté de coopérer, de se tourner vers l'avenir, d'échanger. Les historiens ont dit qu'il faut qu'ils travaillent ensemble. Ils travaillent déjà ensemble. Bon, c'est normal. Moi, ça ne me choque pas que les Algériens racontent la guerre d'Algérie différemment des Français. C'est pas choquant. Est-ce qu'on demande aux Indiens d'Amérique de raconter l'histoire de la même manière que les Anglais? Non, je pense pas. Et voilà. Donc, l'histoire, c'est aussi toujours une interprétation. Encore une fois, c'est pas... voilà. Donc après, on peut converger. On peut essayer de faire converger les récits historiques. Mais peut-être que c'est un peu tôt. Peut-être qu'il faut attendre encore 50 ans ou 100 ans pour qu'on arrive. Aujourd'hui, les Allemands et les Français, ils arrivent grosso modo à écrire une histoire de la guerre de 14 qui soit à peu près emboîtable. Mais ils ont chacun la leur quand même. Et elles sont à peu près... Mais c'était il y a un siècle. Donc il faut laisser le temps passer aussi. Et la volonté politique ne peut pas tout. Bien, seconde question. Alors ma question c'est comment le souvenir de la mémoire de la fin du protectorat français en Tunisie a motivé le nationalisme du régime de Habib Bourguiba. Reprenez. La fin du protectorat en Tunisie a motivé le nationalisme du régime de Bourguiba après. Ah, d'accord. Il y a plusieurs... c'est compliqué comme question. La grande différence, encore une fois, entre la Tunisie et l'Algérie, c'est que l'Algérie était une colonie et la Tunisie n'en était pas une, que la Tunisie avait des autorités politiques, et donc, si vous voulez, la colonisation, la décolonisation, le nationalisme, il a mis aux prises Bourguiba, aussi bien à Bourguiba et ses partenaires et tous les nationalistes tunisiens, qui combattaient à la fois la France coloniale et les autorités tunisiennes qui étaient alliées à la France coloniale, vous comprenez? Donc en 1956, il a obtenu l'indépendance, c'était par des Français, et en 1957, il a fait une révolution, il a destitué le bey et tous les gens qui servaient la monarchie tunisienne. Donc il y a un double mouvement, vous voyez. Et ça, c'est... voilà, donc après, l'avantage, si je peux dire, c'est que bien sûr, il y a eu des violences, hein. Il ne faut pas nier les violences, mais il y a même eu, dans le sud, notamment de la Tunisie, il y a eu des accrochages très sérieux entre l'armée française et ce qui était appelé les Fenagas, c'est-à-dire des combattants armés dans le centre-ouest de la Tunisie. Mais à Tunis et dans la capitale,
en dehors d'émeutes et de répression, il n'y a pas eu de combat à proprement parler. Il y a eu des combats politiques. Il y a eu des pressions, il y a eu des boycotts, il y a eu des grèves, il y a eu des manifestations. Mais on est resté, disons, globalement dans la politique. Et du coup, il n'y a pas la même mémoire traumatique. Mais la chose particulière de la Tunisie, c'est que l'indépendance a été l'occasion d'une révolution. En fait, vous avez vécu une révolution à l'indépendance. C'est-à-dire qu'une classe politique tunisienne en a remplacé une autre. C'est très différent du Maroc, puisqu'au Maroc, il n'y a pas eu de révolution, puisque la monarchie et les nationalistes se sont alliés et ont gardé le pouvoir finalement. Vous voyez? Alors qu'il y a eu des conflits entre eux, ça c'est notre affaire. Mais grosso modo, la monarchie marocaine, elle est restée en place. Elle était là avant la colonisation, pendant, après. Alors que vous avez une monarchie avant, pendant, et après elle est dégagée par les nationalistes. C'est ça l'originalité de la Tunisie, par rapport au Maroc et par rapport à l'Algérie. Vous voyez? Donc, la décolonisation avec la France occulte la révolution tunisienne et le fait que Bourguiba envoie ses canons détruire les palais du Bey en 1957 à la Barça. Alors c'est donc le Bey, la famille du Bey, elle a probablement une mémoire traumatique, elle, et tous les gens qui étaient autour d'elle. Vous voyez? Donc, mais c'est voilà, sauf que comme c'est un gouvernement socialiste, populaire, nationaliste et autoritaire à l'époque de Bourguiba aussi, et modernisateur, et qui a beaucoup changé la société et qui a trouvé l'accord de la majorité des Tunisiens sur la question des femmes, sur la question de l'école, sur la question du développement économique. Finalement, les Tunisiens ont hérité de cette... ils ont adhéré à ce programme. Bon, après, quand le régime est devenu un peu trop autoritaire, ils ont été un peu énervés, disons. Mais ils ont gardé une mémoire positive de ça. Et donc, voilà. Donc, question complexe, réponse complexe. Vous nous avez parlé des contrastes entre les mémoires de décolonisation, la mémoire de la guerre d'Algérie et la mémoire de la guerre du Vietnam. Pour faire le parallèle avec la mémoire des génocides, pourquoi pensez-vous que la mémoire du génocide tzigane est-elle encore aujourd'hui occultée face à une mémoire du génocide juif beaucoup plus présente? D'abord, je pense que c'est une question de nombre. Effectivement, si vous voulez, Hitler, il a écrit Hitler et le national-socialisme ont écrit il suffit de lire Mein Kampf, je ne le lis pas tous les matins, mais enfin, il suffit de lire Mein Kampf pour voir qu'il a une véritable obsession antisémite qui structure sa personnalité et qui structure la politique du national-socialisme et du Reich. Hein. Donc, et c'est son adversaire principal. Bon, je dirais que les Tziganes ont été tués, mais ils n'ont pas... il y a eu des morts, bien sûr, mais il n'y a pas eu la même politique systématique de massacre que le génocide juif. C'est vraiment une entreprise systématique de destruction des Juifs d'Europe. Il y a un certain nombre de pays d'Europe, dont que ce soit l'Allemagne, la Pologne ou les Pays-Bas, dont la totalité des Juifs sont morts, la quasi-totalité des Juifs sont morts, 99%. Bon, le 1% restant est soit étant parti, soit n'ayant pas été identifié. Hein. Donc, les Tziganes, c'est-à-dire les Roms, les Roumains, je ne sais pas comment on dit, il y a beaucoup de noms. Il y en a qui sont morts, bien sûr. Il y a mais en premier sur la liste, c'était les Juifs. Et le plus grand nombre de victimes sont juifs. Que par ailleurs, il y a aussi des Tziganes qui soient morts, oui. Alors je vais vous donner un autre exemple exactement parallèle, mais peut-être un peu moins. C'est qu'on parle du génocide des Arméniens. Parce qu'il y a eu 1,5 million d'Arméniens qui ont été tués dans l'Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale. Mais parmi le 1,5 million d'Arméniens, il y a les Syriaques, les chrétiens syriaques, qui n'ont rien à voir avec les Arméniens, et on les oublie aussi, parce qu'il y en a quand même plusieurs, peut-être 200 000 qui sont morts, on n'en parle jamais, parce que la masse, c'était malheureusement pour eux des Arméniens.
Voilà. Et que les Arméniens ont eu aussi une diaspora, qu'ils ont eu un milieu intellectuel, il y a eu la création de l'État d'Israël. Donc aussi il y a des institutions qui entretiennent la mémoire bien sûr du génocide juif, que ce soit Israël ou que ce soit dans le milieu intellectuel européen ou américain. Il y a des institutions qui entretiennent donc cette mémoire du génocide. Les Roms, ils sont beaucoup moins organisés, d'abord ils n'ont pas d'État, ensuite ils ont moins d'intellectuels, et puis encore une fois, la focale obsessionnelle et paranoïaque d'Hitler concernait pas les Roms, elle concernait les Juifs. Alors qu'il y ait des victimes collatérales dramatiques, oui, mais la victime centrale, c'était pas eux, c'était pas la cible centrale. Donc je pense que ça répond en partie à votre question. Bonjour. Pour faire une sorte de conclusion, tout à l'heure vous nous avez évoqué l'idée de mémoire de l'humanité. Mais puisque par essence la mémoire c'est subjectif et c'est national, comment on ferait une mémoire de l'humanité? Ça ressemblerait à quoi? Est-ce que les hommes et les femmes se rappellent qu'ils ont vécu pauvrement dans les forêts et dans les grottes et nus ou habillés avec des peaux de bêtes? Ça, je ne sais pas. On sait que nos corps l'homme c'est très compliqué puisque l'homme c'est à la fois de la culture et c'est de la biologie. Et donc cette biologie elle est en nous et elle nous travaille. Alors la mémoire de l'humanité ça peut être une mémoire entretenue. Par exemple, on peut écrire d'abord l'histoire de l'humanité, ça c'est sûr, et d'ailleurs on le fait. Maintenant, se rappeler que on est des êtres faibles et nus qui nous prenons pour des dieux, peut-être que ça nous ferait du bien de temps en temps de rappeler notre faiblesse si durable, etc. Donc, bon, c'est difficile de se rappeler qu'on a migré sur la Terre, d'ailleurs il y a des débats là-dessus sur ces questions. Je crois que c'est un appel à la modestie surtout. Hein, vous voyez, la mémoire, on sait très bien qu'on a des réflexes animaux. Hein. Je pense que si je vous enfermais dans cette pièce pendant 10 jours sans vous donner à manger, je viendrais vous rechercher, vous auriez une mémoire animale beaucoup plus affûtée qu'aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois qu'on est aussi, on a la chance de vivre à une époque où on est collectivement, enfin pas tout le monde, mais enfin en tout cas dans votre pays comme dans le mien, on ne mord pas de faim, on est chauffé, on a même si certains souffrent évidemment, voire souffrent beaucoup, globalement on est dans une société en paix et voilà. Donc la mémoire de l'humanité, c'est peut-être aussi se rappeler qu'on a été pauvre, qu'on a été nus, qu'on a été en guerre, qu'on n'était pas protégé, que la justice elle était violence, qu'on était à la merci des animaux, mais voilà, peut-être que aussi en voulant devenir des dieux, on a mis en péril la terre qui nous a apporté, qui nous a permis d'exister pendant si longtemps. Puis il y a le rapport à Dieu, il y a le rapport à la foi, tout ça est très compliqué, mais voilà, on devrait peut-être parfois c'est un appel à la modestie de notre condition, parce que si on n'est pas modeste, on va finir par tout détruire, comme ça sera plus simple, mais je pense qu'au fond personne ne le veut vraiment. Voilà, mais bon, c'est au cours de philo qu'il faut demander ça, hein, c'est pas au cours d'histoire. Bon. Après, je voulais juste terminer. Le temps est passé ou je peux dire encore une minute? Votre collègue, une de vos collègues m'avait dit aussi que quelqu'un avait posé la question de la restitution des biens acquis durant la colonisation. Là aussi, c'est une question très compliquée. Parce qu'en fait, les hommes se sont toujours fait la guerre, les empires se sont toujours combattus, les royaumes se sont combattus. Et qu'est-ce que c'est que la guerre? C'est le pillage. Et donc, c'est comme ça que, effectivement, au Louvre et à Londres, on a des œuvres du monde entier, mais c'est pas seulement le cas à Louvre. La guerre, c'est de l'appropriation par la violence physique, mais il y a aussi l'appropriation par l'achat, par l'argent. Allez voir les musées américains, ils sont remplis de toiles européennes, de sculptures européennes, voire mondiales. Donc,
effectivement, dans les pays riches, il y a des collections très impressionnantes. Après, vous avez, moi je trouve que vous avez le plus beau musée de mosaïque du monde au Bardo. Bien sûr, il y a probablement des mosaïques qui ont été transférées en Europe, mais vous avez aussi des musées. Moi j'ai été très impressionné par le musée de Sousse aussi, que j'ai visité l'année dernière. On peut, vous savez, en période de mondialisation, on ne peut pas dire à la fin que chacun doit avoir ses œuvres. Parce qu'à la fin, on peut effectivement, nous, les Français, on peut dire que toutes les œuvres françaises doivent être en France, toutes les œuvres tunisiennes en Tunisie, toutes les œuvres africaines en Afrique, toutes les œuvres américaines en Amérique. Est-ce que, une fois que chacun aura ses propres œuvres nationales dans son pays, est-ce qu'on va vivre mieux? Il faut négocier au cas par cas. Je comprends que les Algériens étaient ennuyés que des têtes des révoltés se trouvent dans des bocs à formol dans un musée français. Je comprends bien. Bon, les Égyptiens ne sont pas là pour se plaindre qu'on met... les Égyptiens de Pharaon ne sont pas là pour se plaindre qu'on exhibe des momies dans des musées égyptiens ou européens ou autres, vous voyez. Mais bon, quand l'histoire est récente, bien sûr, il y a des choses. Mais après... Vous avez vu ce qui s'est passé récemment au Congo. Hein. Au Congo, là, récemment, il y a je ne sais pas si c'est le Grand Congo ou le petit, mais peu importe. Il y a un musée avec 30 000 pièces qui a été brûlé il y a 15 jours. Le seul avantage que je vois à la préservation au fait que certaines œuvres d'art soient présentes au Louvre, bien sûr, le Louvre peut brûler. Oui, tout peut brûler. Tout finira par être détruit un jour dans l'histoire de l'humanité. Un jour, toutes nos œuvres seront réduites en cendres. Mais en tout cas, les œuvres qui sont au Louvre ou à Londres, elles sont préservées. Alors, est-ce qu'elles seraient mieux sur place? Est-ce qu'il faut dégrafer les frises du Parthénon, comme le demandent les Grecs, pour les ramener sur place? Vous savez, si les frises du Parthénon étaient restées à Athènes, elles auraient été pulvérisées parce que les Allemands ont fait exploser le Parthénon pendant la guerre. Et pourquoi elles sont sauvées? Parce qu'elles étaient au musée de Londres. Donc, il n'y a jamais de réponse simple. Voilà. Donc je crois qu'il faut faire de la couture, il faut faire du cas par cas. Et peut-être que le fait d'avoir des œuvres africaines, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le musée des arts premiers à Paris, que le président Chirac a voulu. C'est un musée qui est très beau. Le fait qu'il soit dans la ville touristique la plus visitée du monde, est-ce que ça rend service à ces cultures? Ou bien est-ce que les peuples qui sont les créateurs de ces œuvres au milieu du Pacifique, pour beaucoup d'entre elles, qui ne seraient jamais vues, jamais visitées, est-ce qu'il vaudrait mieux qu'elles soient chez eux? Peut-être. Peut-être, mais je n'ai pas de doctrine absolue en la matière. Je vous remercie. Merci à tous.